Bonjour à tous, c'est Simon et je suis avec vous pour parler des news de le cinéma et aujourd'hui, il y a de quoi faire. On va commencer avec une hypothèse, c'est pas exactement une information, c'est une petite hypothèse qu'on a envie de partager avec vous. On se demande si Fast and Furious 9 ne va pas débarquer à Cannes. Et ouais, carrément. Il faut savoir donc, la sélection officielle est tombée il y a maintenant un peu plus de 24 heures, on va y revenir, mais d'abord, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a quelques jours dans Variety, Thierry Frémaux, qui est donc le grand boss, le sélectionneur du Festival de Cannes, a fait savoir donc qu'il allait recevoir un blockbuster américain sur la croisette. Alors premièrement, c'est pas un truc inédit, je vois plein de gens qui disent genre ah ouais, un gros film américain, ça arrive quasiment à chaque édition. C'est soit il y a une tradition beaucoup de blockbusters d'animation du côté de Pixar, du côté de Disney, mais on a aussi vu les Star Wars aller à Cannes et plein d'autres films à grand spectacle. C'est pas un truc rare, mais c'est un truc qui a eu tendance à devenir plus compliqué, tout simplement parce que les studios ont très peur de montrer leurs films au public cannois qui a la réputation d'avoir la dent assez dure, d'être plutôt un public qui aime le cinéma d'auteur, donc c'est risqué éventuellement de s'exposer à des retours négatifs, et puis en plus de ça, quand il s'agit de blockbusters d'auteur, le problème c'est qu'ils visent les Oscars, or les campagnes des Oscars commencent beaucoup plus tard dans l'année, et pour eux ça peut être tout simplement, en termes de stratégie, de visibilité, risqué d'entamer trop tôt leur campagne de visibilité, donc ils sont de plus en plus frileux à mettre un orteil dans les eaux cannoises. Néanmoins, Thierry Frémaux a fait donc savoir qu'on aurait un blockbuster. Alors lequel ? Il y a des gens qui ont fantasmé sur Dune, mais ce ne sera pas le cas parce que Dune sera présenté à Venise et que les films ne font pas de gros festivals prestigieux. Leur valeur, c'est bien d'avoir des exclusivités. Qu'est-ce que ça pourrait être ? On pourrait se demander si ce serait pas Black Widow, mais sauf que Black Widow sort vraiment au moment où commence le Festival de Cannes et donc du coup, la valeur ajoutée du Festival de Cannes d'avoir un blockbuster présenté exactement au moment où il sort, on va dire ce serait, je pense, beaucoup de complications peut-être pour pas grand-chose. En revanche, ce qui serait peut-être jouable, sachant qu'en plus on sait que c'est un blockbuster qui va être présenté au cinéma de la plage, parce que vous le savez peut-être pas, mais à Cannes, tous les jours, tous les soirs, il y a un gigantesque drive-in, enfin pas un drive-in, mon Dieu, un cinéma de plein air, qui est donc posé sur la plage, à côté du Palais des Festivals, auquel tout le monde peut assister gratuitement. Et donc du coup, on se dit, un blockbuster qui puisse se mater le soir sur la plage, qui puisse faire une montée des marches un peu rigolote, ce serait peut-être bien Fast and Furious 9. En tout cas, nous, c'est l'idée qu'on a en tête à écran large. Et moi, je dois vous dire que voir du Vin Diesel, voir tous les gros biscottos en mode turbo débilo diesel passer sur la croisette, je pense que ça peut être vraiment plutôt gaulerie. Je pense aussi que ça peut apporter un peu de décontraction. Le film sortant en France le 14 juillet, tout simplement, ils pourront le sortir un petit peu en avance. Ça restera un événement qui sera pas problématique du tout pour le studio parce que aux États-Unis, le film sera sorti fin juin. Donc pour eux, il n'y aura pas de peur de piratage, pas spécialement de peur des critiques, machin, nan. En plus, ne nous mentons pas, la franchise est relativement populaire et on va dire est perçue avec beaucoup de bienveillance finalement de la part de la presse. Donc il n'y a pas beaucoup de risques, vous voyez, qu'on se retrouve avec des tombereaux de critiques assassines, au contraire. Et puis moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors entre 3 films d'auteur, aller me poser sur la plage pour voir des grosses voitures aller dans l'espace, ça me branche assez. Donc voilà, c'est notre petite théorie, on met $1 là-dessus, on pense bien à un petit Fast and Furious 9 à Cannes, ça nous ferait zizir. Que dire d'autre ? Et donc, comme je vous l'ai indiqué au début de cette vidéo, la sélection cannoise est tombée. Alors on l'attendait énormément, parce qu'après une année blanche, enfin quasi blanche, il y a eu un petit événement cannois en automne, mais qui était vraiment plus une espèce de clin d'œil, mais bref, après une année donc quasi blanche sans Festival de Cannes et sans, on va dire, grand festival prestigieux de par le monde, tout simplement, on attendait vraiment une renaissance de ces grands messes du cinéma. On espérait bien que Cannes soit en mesure de le proposer. Manifestement, ce sera le cas. Et croyez-moi, la sélection, elle casse des bouches. Alors, on a bien sûr entendu ce qu'on entend toujours. Ah, c'est toujours les mêmes. Bon, alors, sachez déjà que, premièrement, étant donné que c'est le festival le plus prestigieux au monde, les cinéastes qui sont parmi les plus cotés au monde, logiquement, essayent tous d'y aller. Et le festival serait un peu débile de ne pas sélectionner de grands cinéastes pour s'assurer une visibilité, une renommée. Après, c'est toujours une question d'équilibrage. Mais notons quand même que cette année, on a en sélection officielle énormément de réalisateurs et de réalisatrices qui sont pour la première fois, ou seulement pour la deuxième fois, ou qui ont été dans d'autres sélections, mais pas en sélection officielle. Donc tout simplement, c'est parfaitement inexact de dire « Oh, c'est toujours les mêmes ».
Et puis bon, dans les mêmes qui reviennent, il y a quand même du très lourd. Et encore une fois cette année, on devrait en avoir, mais littéralement pour tous les goûts. Quoi que vous aimiez du cinéma, ce sera à Cannes. Il y aura de la comédie musicale sous acide avec Annette, il y aura du Paul Verhoeven avec Benedetta, il y aura du Wes Anderson avec The French Dispatch, il y aura quantité de films, il y aura le nouveau Justin Kurzel, celui qui avait fait les crimes de Snowtown et Macbeth et Assassin's Creed. Il y aura le nouveau Cornel Mundrusco, celui qui avait fait notamment La Lune de Jupiter ou tout récemment Pieces of a Woman sur Netflix. Il y aura une sélection démente. Il y aura le deuxième film de Julia Ducournau, après Grave, qui s'intitule Titane, qui arrive, donc ce sera son arrivée, elle, pour la première fois, en compétition officielle. Il y a une sélection démente. On trouve le deuxième film d'Afzia Hersi, on trouve Bac Nord. Voilà, vous avez du polar, du drame, de la tragédie, de la comédie musicale. Ça va partir dans tous les sens. Ça va probablement être une très très belle édition. Et encore, on n'a pas encore les choix de films de la quinzaine des réalisateurs et de la semaine de la critique qui vont arriver ces jours prochains et qui devraient là aussi encore nous réserver du bien bon. Donc on attend énormément de cette édition, elle s'annonce très variée. Et puis oui, alors comme d'hab, pareil, il y en a plein d'entre vous qui nous disaient, qui nous parlaient dans les commentaires pour nous expliquer ouais, Cannes, t'as encore un truc avec des tapis rouges, du cocktail, des gens qui viennent boire du champagne, des riches qui vont boire beaucoup de café par le nez. Oui aussi, oui, c'est un événement prestigieux, donc il attire toute une espèce de faune de jet set, de luxe, de commerciaux divers et variés, de marchands du temple, certes. Mais si on est cinéphile, on s'en tamponne un petit peu parce que c'est quand même l'endroit dans l'année où on pourra voir le plus de films novateurs, le plus de films ambitieux. Donc ça va là aussi nous faire zizir. Et puis, dans un tout autre genre, depuis quelques heures, l'embargo sur le film Sans un bruit 2 a été levé. On peut donc vous en causer. Alors, un petit préalable. Moi, je vais vous faire un peu une mini-critique, vous donner mon avis, qui est d'ailleurs le même que celui de Mathieu, de ce bon Jabot. Et c'est Jabot qui, lui, se chargera de vous faire une vidéo dédiée au film, plus précise, plus longue. Enfin voilà, donc... Moi, c'est juste pour vous dire un petit peu ce qu'on en a pensé. Donc, Sans un bruit 2, c'est la suite, vous l'aurez compris, de Sans un bruit 1. Donc, dans le film réalisé et interprété par John Krasinski, avec également Emily Blunt, dans lequel bien une famille faisait face à l'apocalypse, ou plutôt survivait après l'apocalypse, après que des créatures aliens, manifestement, soient arrivées sur Terre et extrêmement sensibles au son, et traquaient tous les humains qui faisaient du bruit comme des imbéciles en mangeant des crackers, et les aient tous dévorés. Et on suivait donc cette famille tenue pour survivre, d'exister dans le silence. Moi, je détestais pas le premier, mais je trouvais qu'il avait beaucoup de mal à tenir son concept, parce que, déjà d'une, c'est compliqué de narrer une histoire dans le silence, c'est surtout compliqué quand tu veux mettre de la musique et voilà, faire un film hollywoodien. C'est d'autant plus compliqué quand, en fait, ton concept est un peu débile, parce que tout fait du bruit partout. Pourquoi ces créatures iraient vers les bruits des humains? Bref, ça n'a aucun sens. Mais bon, peu importe. Le film était plutôt sympathique au demeurant et très divertissant. Moi, ce que j'aime dans le 2, c'est que justement, plutôt que d'essayer de faire tenir sur ses deux jambes un concept qui est un peu fragile, là, le film, en gros, te met tous les potards fusion du cerveau au maximum et il dit « Plus de monstres, plus de bêtes! On s'en fout que ce soit turbo débile, on veut des grosses scènes rigolotes !» Et c'est exactement ce qu'est le film. C'est une série B surgonflée, surbudgétée et qui s'amuse à mettre ses comédiens dans des situations invraisemblables, à tout casser dans tous les sens. On y trouve Cillian Murphy, qui est quand même un acteur absolument incroyable, qu'on avait découvert il y a maintenant une vingtaine d'années, dans 28 jours plus tard, et que vous avez sans doute vu dans Peaky Blinders, qui est excellentissime, encore une fois, comme d'hab, le pauvre vieux, il jouerait un pied de chaise, t'aurais envie de t'asseoir. Non, il est brillant, il apporte aussi beaucoup au film. Emily Blunt, comme d'habitude, est très très bonne. Voilà, c'est un excellent divertissement, avec des grosses bébêtes, avec des gros fusils, avec une scène d'ouverture qui nous montre le débarquement des créatures, comme vous avez pu le voir dans les trailers, qui est très 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 plaisante. Voilà, dans quelques jours, Mathieu Jaborska vous en dira plus sur le site et à l'écrit et en vidéo. On vous recommandera bien sûr d'aller lire sa critique, comme on vous recommande d'aller lire les articles qu'on a mis en description de cette vidéo, où on vous en dit plus notamment sur Fast and Furious, mais aussi sur la sélection cannoise qui est vraiment démentielle. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des recos de la semaine parce qu'il y a plusieurs films intéressants qui sont sortis. Tout d'abord, je vais vous parler de The Amusement Park de George A. Romero. George Romero, c'est l'homme qui a inventé le zombie moderne en 1968, tout simplement avec La Nuit des Morts Vivants, et puis qui a achevé de lui donner ses lettres de noblesse en 1978 avec Zombie, alias Dawn of the Dead, qui est un des plus grands films d'horreur de tous les temps. Donc, George Romero, il était très important dans le cinéma d'horreur. Il est mort en 2017, me semble-t-il. On l'a perdu il y a donc pas si longtemps.
Eh bien, The Amusement Park, c'est son nouveau film. C'est, on pourrait dire, un film posthume, car c'est un film qui était perdu, dont pour l'essentiel, on ignorait même l'existence. Vous savez, vous avez peut-être déjà vu des ressorties de films légendaires, quand il y a quelque temps The Sorcerer était ressorti, des films qu'on croyait un peu perdus, qui n'avaient plus d'éditeurs, qui n'étaient plus exploités. Ça, c'est un film dont on ne savait pas qu'il existait. Pourquoi? Eh bien, parce que en 1973, George Romero, il a pas un sou, c'est compliqué de travailler, donc il fait ce qu'on appelle beaucoup de films institutionnels. Et là, miracle, la ville de Pittsburgh, où il vit, où il travaille, lui commande un film institutionnel pour parler des mauvais traitements faits aux personnes âgées. Et là, il va en faire un film d'horreur terrifiant où un vieil homme qui veut aller passer sa journée au parc d'attractions va se retrouver embrigadé dans je vous dis pas quoi, mais dans un système absolument terrifiant, terriblement angoissant. C'est un tout petit film qui dure 53 minutes. Encore une fois, c'est Mathieu qui s'est occupé d'écrire la critique sur le site. Sa critique est excellente, allez la lire. C'est un grand moment de terreur, c'est un grand moment de cinéma social et surréaliste, avec un type d'image, un type de grain, de pellicule qu'on ne retrouve plus du tout aujourd'hui. Donc vous allez découvrir une œuvre qui est visuellement exceptionnelle. Alors j'avais très envie de vous en parler, il passe dans peu de cinéma en France, plutôt dans les grandes villes, mais si vous avez l'occasion de le voir, foncez, vous allez découvrir quelque chose d'absolument unique. Et puis, une dernière petite reco, c'est celle du film Petite Maman, réalisé et écrit par Céline Sciamma, qui est sorti cette semaine. Alors, Céline Sciamma, c'est la réalisatrice qui avait été notamment portée au nu, et à raison, lors du dernier festival de Cannes, avec Portrait de la jeune fille en feu. Qu'est-ce que c'est, Petite Maman? Petite Maman, c'est l'histoire d'une petite fille qui vient de perdre sa grand-mère et qui va passer donc quelques jours avec ses parents dans la maison de feu, sa grand-mère. Et puis, elle est un peu malheureuse parce que elle aimerait en savoir plus sur les relations qu'entretenaient sa maman et sa grand-mère dans sa jeunesse. Et voilà, elle n'arrive pas trop à atteindre ça, on lui parle pas trop, elle est un peu à côté. Et puis elle va se balader en forêt. Et là, en forêt, elle tombe sur une autre petite fille. Et sauf qu'elle va dire à cette petite fille, bah tu sais, toi, tu es ma maman jeune et moi, je suis ta fille. Et donc à partir de là, est-ce qu'on est dans un film fantastique? Est-ce qu'on est dans un jeu entre deux enfants? On est clairement dans un film fantastique, on est dans ce qu'on appelle la tradition du réalisme magique. Céline Sciamma a fait savoir qu'elle s'était beaucoup posé la question en réalisant le film de comment Miyazaki aurait raconté une histoire comme ça se sent. C'est un très beau conte automnal. C'est d'une finesse et d'une délicatesse que je trouve absolument incroyable, je vous le recommande chaudement, ça dure 72 minutes, 1h12. Si vous connaissez pas ce cinéma-là et que vous voulez vous y risquer, c'est peut-être une très bonne porte d'entrée. C'est un film qui vous enrobe, qui vous embrasse et qui vous prend par la main. C'est vraiment très étonnant. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'après avoir successivement fait des longs métrages qui ont été de plus en plus portés au nu, de plus en plus appréciés, de plus en plus salués, plutôt que de se transformer en une espèce de super auteur qui viendrait avec un super sujet, Sciamma s'est lancé dans une œuvre intimiste, d'une infinie délicatesse, tout en joliesse et en poésie. Une œuvre qui repose, me semble-t-il, par rapport à ses précédentes, moins sur son écriture et sur son scénario, que justement sur ce que la caméra capte, sur ce que la caméra arrive à capturer. Et il y a des moments d'une grâce infinie quand on regarde ces deux petites filles qui jouent à se rencontrer, qui se rencontrent en jouant. C'est très beau, c'est très fin. J'espère que ça vous plaira. Et puis là aussi, la critique est dispo sur le site d'Écran Large et c'est en description de cette vidéo. Voilà, mais sinon, comment nous aider, comment nous soutenir? Eh bien, figurez-vous qu'il y a bien une façon, c'est de devenir membre premium de la communauté d'Écran Large. Là aussi, pour le faire, c'est facile, le lien, il est en description de la vidéo. C'est fou, tout ce qui est en description de nos vidéos, c'est dingue. J'espère que cette vidéo, elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura donné envie de vous abonner à la chaîne YouTube, de taper sur la cloche pour ne louper absolument pas nos prochaines merveilleuses vidéos, que vous auriez envie de la commenter, de nous dire des choses gentilles, des choses méchantes. N'hésitez pas à insulter ma maman, parce que moi, pendant ce temps, je m'occupe de la vôtre, et je vous embrasse quand même.